Très bien, donc bonjour à tous. Bienvenue au webinaire du jeudi 17 octobre 2024 de 11 heures à midi sur la thématique suivante qui est l'analyse de 40 audits énergétiques. Rapidement, hein, qui est là? Donc 55 inscrits aujourd'hui, donc 87% secteur santé, 13% de reste. Donc dans le reste, je mets par exemple l'ADEME, les économes de flux, collectivités, etc. Sur les personnes un peu plus précisément, 62% de CTES, 6% du réseau national des économes de flux, 7% d'ARS, 4% d'ADEME, 2% d'ANAP, 13% d'établissements de santé et 6% de autres. Concernant la localisation, hein, vous êtes 90% hors région Pays de la Loire et 9% de la région Pays de la Loire. Et enfin, sur les candidatures ETE spécifiques au dispositif ETE, hein, pas de surprise pour moi en tout cas de ce côté-là, mais voilà, seulement 95% ne sont pas candidats à ETE, mais c'est pas le but vu que vous êtes 90% hors de la région, donc c'est plutôt logique. Donc, dans ce webinaire aujourd'hui, hein, l'introduction, donc synthèse technique, pédagogique, énergétique, financière et réglementaire issue de l'étude et de l'analyse de 40 audits énergétiques réalisés sur les établissements médico-sociaux de la région Pays de la Loire. Je le répète, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Donc voilà, différentes parties hein, dans ce webinaire. Et donc le but à la fin est quand même de vous donner toutes les clés pour comprendre l'intérêt de réaliser ou non un audit énergétique. Je profite de cette slide pour remercier également Ouria, qui était en stage, qui a fait son stage de L3 chez nous pendant 10 semaines, et c'est elle qui a fait tout ce travail de lecture et de compilation, collecte des données issues des 40 audits énergétiques. Donc, je ne sais pas si elle se connectera aujourd'hui, mais je la remercie encore, nous la remercions encore pour ce travail. Donc, 4 grosses parties hein, dans ce webinaire. Présentation rapide du dispositif ETE, dégrossir le sujet de l'audit énergétique, l'analyse des 40 audits et quelques petites conclusions. Rapidement, le dispositif, je le fais à chaque fois, mais bon, c'est une nouvelle vidéo, donc c'est pour remettre un petit peu le cadre. Hein. Donc, le dispositif ETE, donc c'est dédié aux établissements sanitaires, médico-sociaux, publics, associatifs et privés lucratifs de la région Pays de la Loire, donc environ 2000 structures. Notre objectif, c'est d'accompagner les établissements à structurer une démarche d'efficacité énergétique simple avec des actions rapides pour générer des économies d'énergie efficaces. Pour cela, différents moyens d'action, l'accompagnement individuel de terrain, des accompagnements collectifs, de la montée en compétences, une base documentaire et d'autres événements. Notre motivation, hein, c'est de montrer que les travaux lourds à investissement élevé ne sont pas la seule solution pour réduire les consommations. En effet, une optimisation des réglages sur les équipements existants pour adapter l'usage aux besoins permet également des économies d'énergie non négligeables avec un investissement très faible. On retrouve derrière ça un petit peu le triptyque négawatt, notamment la partie sobriété. À savoir que ce dispositif ETE reste gratuit et unique au niveau national en région Pays de la Loire. Donc, vous avez un petit lien avec un petit lien pour aller plus profondément dans la synthèse. Le contexte, il est planétaire, hein, dérèglement climatique, raréfaction des énergies fossiles, je ne vous apprends rien. J'espère ne rien vous apprendre non plus sur le contexte réglementaire, décret BAX, décret tertiaire et la loi APER. Et enfin, il y a aussi un contexte financier avec l'évolution des prix de l'énergie. Et ce qui se cache derrière, c'est le coût de l'inaction. On voit dans l'image en bas à droite, hein, l'inaction, je fais 0% d'économie d'énergie, je prends plus 187%, soit 50 000 euros. Dans l'autre cas, j'ai fait 20% d'économie d'énergie. Je prends quand même, mais un petit peu moins, plus 150% ou plus 30 000 euros. Donc, j'ai fait un gain, entre guillemets, indirect d'environ 23 000 euros, malgré l'augmentation du prix de l'énergie. Voilà, important d'avoir quand même le coût de l'inaction en tête. Rapidement, le dispositif ETE2 de aujourd'hui jusqu'à septembre 2026. Donc, on va recruter des personnes. Donc, voilà, il faut savoir que des conseillers, les fameux CTES, des CTES sans financement avec un regroupement d'organismes gestionnaires. On va recruter aussi des conseillers dédiés au GHT et des conseillers sur le médico-social. Donc, il faut savoir que ETE, hein, on est passé de 1 à, on a fait plus 18 conseillers en 3 ans et j'espère que ce n'est pas fini. Donc, on est en train de recruter. Donc, si vous avez des contacts ou des gens, n'hésitez pas à me contacter. On s'est aussi renforcé au niveau régional avec l'arrivée de Corentin Duhamel avec un poste de chargé de mission coopération et financement en transition énergétique. L'objectif de ce poste est de développer l'ingénierie et les partenariats qui permettront d'opérationnaliser les aides au financement des projets d'investissement.
En effet, le volet financier peut constituer un frein à la réalisation de travaux moyens et lourds par la diversité des dispositifs de soutien et la méconnaissance des aides financières existantes. Donc, Corentin, qui est là pendant 2 ans, son but, voilà, c'est de réaliser une veille régulière, capitaliser sur les retours d'expérience et les bonnes pratiques, identifier les dispositifs de financement, proposer, construire, piloter des partenariats de financement avec les acteurs institutionnels, communiquer d'une manière simple et précise sur les programmes de financement auprès des bénéficiaires finaux, et pourquoi pas l'intérêt de mutualiser les C2E. La fiche de poste est plus longue, mais voilà en gros le top 6 des missions de Corentin. Voilà. Qui dit travaux, qui dit rénovation, dit quand même grosse enveloppe, donc aller chercher des financements. Voilà aussi l'offre de services globale qu'on propose, hein, donc des webinaires comme aujourd'hui, des outils. Enfin voilà, je vais passer vite là-dessus, mais sachez qu'on a une base documentaire, un centre de ressources sur notre site. Tous les documents sont téléchargeables gratuitement, sous condition de laisser les logos MAPES. Et pour terminer cette introduction, donc en général, hein, pour atteindre les objectifs du décret tertiaire, il y a 3 étapes, hein. Donc vous avez tous une année de référence qu'on voit ici à gauche. Entre l'année de référence et 2021, tout le monde a un petit peu fait le top 3 des actions C2E, hein, c'est-à-dire le passage en LED, l'isolation des combles à 0 € et les systèmes hydroéconomes. Donc vous avez environ fait déjà entre 10 et 20% d'économie d'énergie. Après, ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi les quick wins. J'y reviendrai tout à l'heure, c'est vraiment optimiser les réglages des équipements, donc notamment avec l'aide des conseillers énergie, où là, on voit qu'on peut refaire 15 à 20% d'économie d'énergie, toujours à très faible investissement, et donc atteindre quasiment la première étape du décret tertiaire. Ensuite, on peut mettre 2 étapes en parallèle, qui sont les actions ENR et les actions de sensibilisation, qui peuvent encore rajouter 10 à 20% d'économie d'énergie, et donc atteindre la 2e étape du décret tertiaire. Et pour finir, je l'ai mis à la fin, mais elle peut aussi se faire en parallèle, les travaux lourds, l'isolation par l'extérieur, menuiserie. Donc ici, c'est un petit billet, des temps de retour assez importants, mais des économies qui sont aussi présentes pour atteindre la 3e étape. Ce qu'on va voir, hein, c'est que dans les audits énergétiques, les audits proposent souvent les ENR et les travaux lourds, mais très rarement les actions de réglage à 0 € et les actions de sensibilisation, ce qui est un petit peu dommage. On n'a que la moitié du spectre quand on fait un audit énergétique, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà, ça c'était un petit peu la phase d'introduction de ce webinaire. Maintenant, je vais un petit peu dégrossir le sujet, donc j'ai un petit peu galéré à faire ces slides, mais c'est un peu les phrases qui reviennent quand on fait un audit énergétique. Ne vous inquiétez pas, on va bientôt rentrer dans le vif du sujet après avec toutes les valeurs qui vont bien. Donc ce webinaire, hein, je ne suis pas là pour dire qui fait bien, qui fait mal, remettre en cause les bureaux d'études, etc. C'est juste se poser les bonnes questions. Il y a un sachant, le bureau d'études, et un non-sachant, l'établissement. Des fois, l'établissement, il n'est pas forcément non plus motivé, il n'envoie pas les informations, c'est faire un audit pour faire un audit. Bon. Des fois, le BE, par contre, il a tous les documents, mais il n'utilise pas tous les documents envoyés. Faire un audit pour faire un audit. Il faut savoir aussi des fois que l'établissement ne connaît pas forcément son besoin. Quel est le but de son audit? Et le BE ne l'aide pas forcément. L'établissement ne sait pas forcément non plus toutes les thématiques qui sont associées à un audit énergétique. Et le bureau d'études ne l'aide pas forcément. L'établissement ne connaît pas forcément tous les leviers pour faire des économies d'énergie. Le bureau d'études ne l'aide pas non plus forcément sur ce sujet. Autre point, c'est est-ce que l'établissement a besoin d'un audit énergétique? Le BE ne le sait pas, il veut se faire du business, voilà, donc il fait l'audit. Est-ce que l'établissement pourra investir pour faire les travaux? Le bureau d'études ne sait pas, mais il veut faire du business et il fait son audit énergétique. En général, le BE ne questionne pas l'établissement sur son besoin réel. J'ai que 2 slides comme ça, vous inquiétez pas. Autre question, c'est est-ce que l'audit est correct? Est-ce qu'il y a un bon état initial? Est-ce qu'il y a des bonnes hypothèses? Est-ce qu'il y a des bonnes estimations financières et des bons temps de retour sur investissement? Est-ce que l'audit est bien restitué et de manière claire et pédagogique afin de savoir comment l'utiliser? Pour l'établissement, en général, on remarque nous, que économie d'énergie égale audit égale gros travaux. C'est faux, mais pourquoi pas? Parce que l'établissement n'est pas non sachant. Par contre, ce qui est plus problématique, c'est que pour le bureau d'études, souvent l'audit, l'économie d'énergie, c'est audit, c'est gros travaux. Et là, c'est faux parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, il ne fait que 50% du panel. Mais ça l'arrange parce que ça lui permet de faire des copier-coller, un petit peu moins de réflexion. Business is business. Voilà. Des fois, on voit que le BE propose des copier-coller de scénarios classiques, sans réfléchir. Proposition d'une ITE sur un bâtiment classé. Pourquoi faire ça? Proposition d'une chaudière bois alors qu'il n'y a pas de place pour le stockage. Pourquoi faire ça? Des fois, le bureau d'études propose aussi des STD, des simulations thermiques dynamiques, donc ça fait des belles images 3D, c'est sûr, ou des calculs RT,
pour connaître pour connaître, pardon, la répartition des déperditions et ensuite proposer un programme d'action. Donc c'est bien, mais si les hypothèses initiales sont fausses ou que l'établissement ne peut pas investir, alors ça ne sert pas à grand-chose. Donc voilà. Et l'autre question, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir des bonnes hypothèses sans réaliser de mesures réelles sur site, sans relever la totalité des équipements, sans faire de zoning hydraulique et aérolique? Point d'interrogation, mais je souhaite quand même bon courage. Voilà un petit peu pour le dégrossir. Donc, il y avait peut-être un petit peu à boire et à manger dans cette partie, mais ça permet quand même de se poser un petit peu les questions. Donc là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet avec ce qu'a pu voir Ouria. Donc, cette étude, hein, elle se base à 100% sur du médico-social, donc 84% d'EHPAD. D'accord? Sur l'année de construction ou de rénovation, on est à 50% entre 1980 et 2000. Donc, il y a eu 40 audits analysés qui ont fait par 15 bureaux d'études différents et les années de réalisation des audits sont été entre 2022 et 2023. Je m'arrête vite fait, il n'y a pas de questions, Corentin, sur l'intro là? Non? Ok. On a demandé aussi si la certification des BE. Donc 80% sont RGE, 97% sont OPQ IBI, 70% sont les deux. Donc ça, c'est des labels, hein. Est-ce que c'est une réelle garantie? Point d'interrogation. Voilà. Faut envoyer les CV, peut-être payer une adhésion, je ne sais pas, et on est OPQIB ou RGE, ok, c'est bien, mais est-ce que est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière? Je n'ai pas la réponse, hein, mais c'est pour lever la question. Audit énergétique. Donc là, on a comparé, donc chaque point bleu, hein, c'est un EHPAD, enfin un établissement, donc on a comparé ici 40 établissements. On a isolé à chaque fois, vous verrez ces graphiques tout au long du webinaire, on a à chaque fois isolé les valeurs fausses afin de calculer les moyennes corrigées. Donc ici, on a extrait deux valeurs de coût d'audit. Donc là, ce qu'on retrouve, hein, c'est que sur 40 valeurs moins deux de fausses, on est en gros à 1 euro hors TVA du mètre carré et 1,20 € TTC du mètre carré pour faire un audit énergétique. Voilà la moyenne qu'on trouve sur ce qu'on a. Ensuite, on a classé un petit peu un audit, comme on a dit, c'est quoi? Il y a quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Donc, on a un peu ici classé les thématiques. On a mis un 1 quand la thématique avait été étudiée et ou abordée. Le top 3, consommation énergétique, état des équipements, scénario des critères sièges. OK. Après, arrive la thermographie, le choix de l'année de référence et les énergies renouvelables. Et après, l'étude STD, l'inconfort estival et les contrats d'énergie. Ce qui est dommage, c'est que tout ce qui est du gain à 0 euros, quasiment 0 euros ou les mesures, eh ben, c'est jamais étudié. C'est ce qu'on voit ici sur les traits en bleu, qui sont assez faibles, 10-15% à tout casser. Donc ça revient un peu sur la slide du début que je montrais. Les gains de réglage et l'optimisation des contrats, on n'est pas du tout là-dessus. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est juste, là, c'est vraiment très terre à terre comme analyse. Sur ce graphe, les barres bleues, ce sont le nombre de thématiques, donc les thématiques du dessus, hein, donc 100% des thématiques, ça veut dire qu'on a tout analysé, en fonction du coût. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on peut payer un audit, l'établissement 13 par exemple, il a payé 1,75 € du mètre carré son audit et il a eu l'étude de 65% des thématiques. Contrairement à l'EHPAD 18, lui, il a payé 3,25 € et il a eu que 35% des thématiques. Bon, bah voilà, bien, pas bien, dommage, pas dommage. Je croise les doigts pour avoir quelqu'un de bon. Les thématiques étudiées, après, ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément bien faites, mais analysées. Donc voilà un petit peu pour vous montrer qu'il y a un peu à boire et à manger entre le prix et les thématiques étudiées. Ensuite, sur les plans d'action, on remarque que 57% proposent un plan d'action Quick Win. Donc, c'est maximum 5-6 actions qui sont proposées, alors qu'on peut quand même facilement en dénombrer une quinzaine. Mais bon, c'est déjà bien. Sur tout ce qui est moyens travaux, 100% proposent des moyens travaux. Et sur ce qui est travaux lourds, 100% proposent des travaux lourds. Voilà un peu après un listing non exhaustif des actions en fonction des trois thématiques, un quick win, petit moyen et gros travaux. Je ne rentre pas dans le détail sur cette slide. Ensuite, il y a la qualité et la restitution. Donc là, on a mis des notes. C'est des conseillers qui ont mis les notes. Et il y a Ouria à la fin qui a mis aussi une note. Ouria, c'était la stagiaire, hein, je rappelle. Donc une note technique, pédagogique, note globale du conseiller maîtrise de l'énergie et la note de Ouria. Donc là, on est sur une moyenne de 2,8 environ. Pas si pire, mais pas si dingue non plus, quoi.
Ensuite, on aimerait s'il y avait une restitution de l'étude. Dans un audit sur trois n'est pas restitué. Bon, bah voilà, donc déjà, ça va être compliqué si l'audit n'est pas restitué. Et qu'en plus, s'il est clair qu'à 3 sur 5 et qu'il n'est pas restitué, il y a peu de chances qu'il soit utilisé par la suite. Et ensuite, combien on a vu d'erreurs dans les audits? 2 tiers des audits ont des erreurs. Par exemple, l'énergie finale est supérieure à l'énergie primaire, TRA égale TRI, les valeurs des actions de la synthèse sont différentes des actions détaillées, on ne parle pas de la surface, on ne parle pas des consos électriques, on ne parle pas des déperditions des ponts thermiques, on ne parle pas des déperditions par renouvellement d'air, pas mal, pas d'année de référence, pas de consommation de référence, montant des C2E supérieur au coût d'investissement. Bon, ça peut être le cas des fois, mais voilà. Et ma préférée pour terminer, la consommation de l'année étudiée est inférieure à la consommation après scénario. Donc faites des travaux pour consommer plus. Donc ça, c'est quand même une belle synthèse d'audit. Donc voilà, point de vigilance. Ensuite, je voulais faire un point un peu sur les cahiers des charges. Ils existent, ils ne sont pas forcément utilisés. On va regarder rapidement ça. Donc là, c'est le cahier des charges de l'ADEME. Après, il faut aussi savoir que payer 1 euro du mètre carré pour l'audit, ce n'est pas forcément très cher, donc on ne va pas non plus avoir l'audit de l'année avec tous les trucs bien faits d'un coup. Mais quand même, par rapport au cahier des charges de l'ADEME, 0%, 100% des audits ne respectent pas le cahier des charges de l'ADEME. Rapidement, qu'est-ce qui nous dit le cahier des charges? Données nécessaires pour compléter Opéra, état des lieux. Donc là, pardon, dans cette slide, tout ce que j'ai mis en gras et souligné, c'est ce qui n'apparaît pas en général dans les audits. Donc, les paramètres de régulation, les plans, les mesures, les contrats d'énergie et d'exploitation, dimensionnement du contrat, est-ce qu'il est bien, l'analyse réelle des mesures, bah, il n'y en a pas vu qu'il n'y a pas de mesure. On ne parle pas trop de l'inconfort QAI et de l'inconfort d'été. Et sur l'analyse financière, le TRA est très peu évoqué et on ne parle jamais du coût d'exploitation, entretien et renouvellement. Après, ça, c'est un cahier des charges. Pour le respecter, peut-être que l'audit, il va coûter 5 euros du mètre carré. Je ne dis pas qu'il faut respecter ce cahier des charges, mais en tout cas, les audits ne le respectent pas. Ensuite, je passe sur le cahier des charges du programme acté. Donc là, ce que j'ai mis en rouge, c'est ce qui est en plus par rapport au cahier des charges de l'ADEME. Donc là, il n'est toujours pas respecté. Donc en plus, là, on parle de surface, de comptage, on parle de lot, on parle des DJU, et après, on parle d'options sur les STD, les mesures et compagnie. ENR, obligation d'ENR dans le programme d'amélioration. Et dans les analyses financières, on parle de déduire ou de préciser les aides financières. Et toujours une restitution et un rapport cohérent et pédagogique dans les deux cas. Donc voilà, ça c'est pour montrer un petit peu les cahiers des charges. Je vous ai mis les liens, hein, donc vous pourrez aller les télécharger si vous voulez. C'est important quand même d'avoir une base là-dessus. Je termine rapidement avant de prendre les 2 questions. J'ai encore une slide avant de passer à la suite. Là, c'est une petite slide un petit peu trash, hein, mais qui permet de recenser toutes les thématiques liées, une très grande partie, des thématiques liées à l'efficacité énergétique. L'audit énergétique actuel, en général, il prend petits moyens travaux, les ENR, le photovoltaïque, GTB, GTC et les travaux lourds. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans les thématiques, hein, elles sont souvent faites celles-là. Par contre, tout ce qui est les subventions, les quick win thermiques électriques, les contrats, l'eau, la sensibilisation, l'inconfort, etc., ce n'est très peu fait. Donc voilà, à vous et au BE de cibler les thématiques selon vos besoins ou vos freins, capacité d'investissement, ressources internes, maturité, etc. Je vais laisser la parole à Corentin s'il veut évoquer 2 questions avant de passer à la suite. Il y a eu juste 2 questions sur le cahier des charges. Est-ce que les bureaux d'études ont répondu au bon cahier des charges? Mm. Il y avait une question sur la restitution. Est-ce que la restitution était une présentation orale ou juste une mise à disposition du rapport? Ok. Donc, quand je parle restitution, c'est restitution en présentiel sur site avec, on balaye le rapport ou un support, je ne sais pas, je n'ai pas la précision là-dessus, mais c'est revenir sur site et pas un simple envoi d'un fichier zip avec regarder ce qu'il y a dedans. Et concernant les cahiers des charges, on n'a pas le détail non plus. Il n'y a pas forcément eu de cahier des charges sur ces prestations. Je n'ai pas le détail. Mais en tout cas, on n'a pas forcément repris celui de l'ADEME. On n'a pas obligé forcément à reprendre celui de l'ADEME ou de la FNCCR. Enfin, acté. Je continue, j'espère que ça vous plaît pour l'instant. Donc, n'hésitez pas à mettre aussi vos remarques, hein. Donc là, on va rentrer un peu plus dans les données.
Donc, je précise quand même que les valeurs ci-après sont issues des audits énergétiques. Nous avons simplement réalisé une analyse très terre-à-terre des valeurs en fonction des hypothèses. Cela ne signifie pas que c'est une vérité absolue. Oula, pardon. Donc là, la fameuse, donc à chaque fois, je vous mets le camembert qui représente la moyenne, et à chaque fois, vous avez les petits graphiques là, avec les points bleus, les établissements, le trait rouge, la moyenne, et en vert, la valeur haute et la valeur basse. Donc là, j'ai pas fait de moyenne corrigée, j'ai pris une moyenne classique. Mais on voit que sur les murs, on oscille entre 10 et 40%, voilà, entre 2% et 30% pour le plancher bas. Enfin, voilà, ça montre bien quand même la disparité des valeurs. Mais sur le camembert de gauche, on voit un petit peu la moyenne générale des déperditions. Ensuite, je passe sur les répartitions électriques. Donc là, pareil, donc en gris, dans le tableau en bas en gris, c'est le nombre de valeurs qu'on analyse. Et puis à côté, c'est la consommation en kilowattheure par mètre carré par an et par rapport au poste. Et donc j'ai refait ici, pareil, le camembert moyen. Le but n'est pas de dire tous les chiffres aujourd'hui, vous aurez le support pour regarder ça plus en détail. Et ce sera intéressant de comparer par la suite les moyennes d'audit par rapport à des audits que vous recevez, par exemple. On a également fait ce travail avec les répartitions thermiques entre le chauffage, l'eau chaude sanitaire, les cuisines et le total. Donc là, pareil, on retrouve quand même de belles disparités. À titre personnel, je trouve que ça pose un petit peu de questions parce qu'on est quand même sur de l'EHPAD avec une vingtaine d'années de différence de construction. Et enfin, les répartitions totales. Donc là, ce qu'on retrouve, c'est qu'en moyenne, un EHPAD consomme 164 kWh par mètre carré par an et qu'à 54%, 54% représentent les déperditions de chauffage, donc les déperditions surfaciques et par renouvellement d'air. Voilà. Et qu'au niveau de la consommation, on est sur 1 tiers d'électricité et 2 tiers de thermique. Voilà un petit peu la synthèse de ces audits. Je ne dis pas que c'est vrai, mais la synthèse de ces audits. Pour aller un petit peu plus loin sur le décret tertiaire, qu'est-ce qu'on a? Donc en moyenne, l'année de référence, c'est 2016. 70%, c'est des années de référence judicieuses, c'est-à-dire que la consommation de l'année étudiée est inférieure à la consommation de référence. Si c'est le cas contraire, ça veut dire que l'année de référence est mauvaise, c'est-à-dire que c'est l'année de consommation étudiée qui serait la consommation en référence judicieuse à mettre. Et là, je vous ai mis en dessous rapidement donc, les moyennes des années de référence et des années étudiées, et ensuite, du coup, les années en consommation relative à atteindre par rapport au décret tertiaire. Je continue encore. Là, on va rentrer par les préconisations qu'on appelle types. Donc, on a ressorti 9 préconisations types sur les gros travaux. Elles vont tous se présenter de la même manière. Donc là, je n'ai pas balayé les 9, mais je vais vous en présenter une et après, j'irai directement à la synthèse. Donc là, par exemple, le relamping LED. Comment comprendre cette fiche? Vous voyez peut-être pas très bien, j'en suis désolé, mais vous verrez peut-être mieux aussi à la synthèse. Donc, on étudie là, ici, 30 établissements sur 40. Ça veut dire que cette action est préconisée dans 81% des plans d'action. Ici, sur l'investissement, TTC par mètre carré sans C2E, TTC par mètre carré avec C2E, hors TVA par mètre carré sans C2E, hors TVA par mètre carré avec C2E. Et en dessous, le pourcentage de C2E par rapport à l'investissement. Donc là, on pourrait dire que un relamping LED en plus et en moins coûte soit entre 80 centimes du mètre carré et 40 € du mètre carré. Bon, eh ben, très bien. Et donc là, on a une moyenne corrigée de 3,5 € du mètre carré. On constate également que les aides en moyenne sont de 6% sur les C2E. Ensuite, la partie centrale, c'est sur les gains énergétiques. Donc, au total, sur la consommation énergétique totale, gaz et électricité, la LED représente entre 0,5 et 16% d'économie d'énergie, ce qui n'est pas du tout pareil, et une moyenne corrigée de 2%. Et la partie droite, c'est tout ce qui est temps de retour sur investissement. On calcule ici le TRI et en bas le TRA. Le A devient actualisé en prenant ici des hypothèses d'augmentation de l'énergie de 3% par an. Donc le temps de retour de LED, un audit nous dit que c'est 2,1 ans et l'autre nous dit que c'est 38 ans. Bon, et ben ok. Et la moyenne corrigée est de 5,8 ans, 5,2 en TRA. Voilà un petit peu comment il faut comprendre cette fiche. Donc pour chaque fiche, vous aurez les plus, les moins, les moyennes et les moyennes corrigées. La fiche, elle est en 2 temps. La deuxième partie, on remet ici les nuages de points qu'on a eus, avec ici les carrés rouges, les valeurs fausses qu'on a extraites pour passer de la moyenne à la moyenne corrigée. Ça vous montre un petit peu le panel du nuage de points. Donc les actions qu'on voit, le relamping, là je vais passer vite pour aller directement à la synthèse.
les menuiseries, la VMC double flux, le solaire thermique, l'ITE, la pompe à chaleur RO, le photovoltaïque, GTB, GTC, chaudière bois, et voilà. Donc la synthèse, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Donc les 9 actions. Il faut savoir qu'on parle toujours, nous, en mètres carrés de surface chauffée, hein. Même pour les menuiseries, on ne parle pas en mètres carrés de surface vitrée, on n'a pas toutes ces données-là, donc on a tout mis surface plancher chauffé. Ça vaut ce que ça vaut, mais bon, tu comprends la même formule, on aura entre guillemets la même marge d'erreur, mais c'est pour, voilà, c'était plus simple. Donc, 1, l'action, 2, le nombre de comparaisons, donc le taux par rapport aux 40 audits. Ici, l'investissement hors TVA par mètre carré, TTC, TVA 5,5, TTC, TVA 20, le pourcentage de C2E ou de fonds chaleur, le gain énergétique par rapport à la consommation totale, le TRI en TTC et le TRA en TTC. Donc voilà ce qu'on retrouve un petit peu sur les moyennes corrigées. Donc toujours la même question, hein. Est-ce que la situation initiale, les simulations et les estimations sont correctes? Sur le relamping LED, il n'y a sûrement pas la prise en compte du gain financier lié à la réduction de la maintenance, au changement des menuiseries, le changement des ampoules, pardon. Les menuiseries, donc effectivement, gros temps de retour sur investissement, 60 ans, mais voilà, ajout de confort et d'amélioration du patrimoine. VMC double flux, j'ai mis des guillemets, mais c'est quand même quasiment impossible à faire en rénovation si le site est occupé, donc je pense que le coût est sous-estimé. Sur le solaire thermique, ils nous mettent que 10% d'aide, alors que le fonds de chaleur va quand même jusqu'à 50%. Donc, point d'interrogation. En général, hein, sur une étude de faisabilité réglementaire énergie renouvelable, on est sur du 8-10 ans pour le solaire thermique. Donc là, 20 ans, je mets des points de vigilance sur le temps de retour. L'ITE, pareil que les menuiseries, temps de retour assez long, mais c'est du confort et amélioration du patrimoine. Notre cher et tendre pompe à chaleur, beaucoup d'économies d'énergie, certes, mais l'électricité est quand même 2 fois plus chère que le gaz, donc quid du prix, du coût de l'énergie annuel de l'établissement. À savoir aussi que le COP varie quand même selon la saison, donc quelle hypothèse du COP a été prise. Concernant le photovoltaïque, ok, très bien, mais après, s'il n'y a pas eu d'analyse du contrat, pas eu d'analyse du talon de consommation électrique, est-ce que le dimensionnement est bon? Point d'interrogation, c'est peut-être un calcul de coin de table. Concernant la GTB-GTC, temps de retour de 7 ans, certes, il faut quand même noter sur la GTB-GTC que c'est important d'avoir des ressources en interne présentes et formées pour bien la paramétrer, parce qu'une GTC bien installée, c'est bien, mais si personne n'y touche, ça ne sert pas à grand-chose, donc ça a un coût quand même humain derrière. Est-ce qu'il est pris en compte? Point d'interrogation. Et pour finir, la chaudière bois, gain de CO2 certainement, mais gain de kilowattheure, à part le rendement, pas forcément. Donc voilà, est-ce qu'il y a quand même une augmentation du coût de la maintenance là-dessus avec la vis sans fin, etc. Donc est-ce qu'il est pris en compte? En interrogation. Voilà. Donc, ce tableau vaut ce qu'il vaut, mais il permet quand même de voir, entre guillemets, que voilà, l'investissement moyen de ces 9 précaux, c'est 26 euros par mètre carré. L'économie moyenne, c'est 10%, et le temps de retour moyen, c'est 24 ans. Cette moyenne ne veut strictement rien dire, mais ça permet un peu voilà, de faire quand même une moyenne sur ces 9 actions. Je me permets de continuer. Je parle beaucoup, peut-être un petit peu vite, mais j'espère que c'est clair ce que je raconte quand même. Je me permets de faire un petit focus quand même sur les fameux quick wins. Oui, je vais encore vous parler des quick wins, désolé, mais je ne peux pas m'en empêcher, c'est quand même important. Rapidement, il y a 3 types de quick wins, hein, donc les gains rapides. Donc il y a les quick wins à 0 euros, à investissement nul. Donc là, on est vraiment sur le réglage des équipements. Voilà, c'est 0 euros et je fais du gain. Ensuite, il y a les quick wins avec un TRI inférieur à 6 mois. Par exemple, le système hydroéconome permet de faire des gains à moins de 6 mois. Et les quick wins financiers, donc là, on ne fait pas de gain de kilowattheure, mais on fait directement du gain en euros, par exemple, l'optimisation de la puissance atteinte et de la puissance souscrite. Donc, en général, hein, on fait entre 10 et 20% d'économie d'énergie avec les quick wins. Je mets quand même toujours ce graphe, hein. Ici, on compare, on dit souvent, ouais, j'ai un bâtiment neuf, j'ai rien à faire, hein. C'est faux, hein. Ici, on a comparé une centaine de consommations surfaciques annuelles d'EHPAD en fonction de l'année de construction et qu'un bâtiment soit construit en 75, 85, 95, 2005, 2015. Il n'y a pas de tendance, une légère baisse, effectivement, le trait bleu, le trait vert, mais on est en moyenne toujours à 185 kWh par mètre carré par an. Pourquoi? C'est que dans le bâtiment neuf, hein, il y a plus de confort, donc plus d'équipement.
Donc, plus d'équipements mal réglés, donc plus de surconsommation. Donc, on peut consommer autant dans le neuf que dans l'ancien. Donc, point de vigilance là-dessus, hein, les quick wins, c'est bien pour tout le monde. Là, c'est rapidement une synthèse du dispositif ETE où on a fait l'accompagnement de 47 EHPAD. Donc, avant l'arrivée de ETE et des conseillers, hein, comme je vous disais tout à l'heure, les établissements ont quand même fait des choses hein, avec la LED, les combles et les systèmes hydroéconomes. Ils ont déjà fait environ 25% d'économie d'énergie. Avec les quick wins, les actions de réglage de ETE, on a rajouté en moyenne 18% de gains d'économie d'énergie à 0 euros. Donc, si on fait la somme de ça, enfin la somme, si on refait le calcul, on est à 38%, soit pas du tout loin en moyenne de la première étape du décret tertiaire. Donc, avec les quick wins, investissement de 0 euros, économie d'énergie d'environ 18%, temps TRI moyen de 0 ans. Je me permets de remettre le rappel des audits, 26 euros, 10% de gain d'économie d'énergie, temps de retour de 24 ans. Je ne dis pas qu'il faut en faire, mais quand on voit qu'un tiers des audits ne parlent pas de ça, c'est un petit peu dommage quand même pour le bénéficiaire final. Rapidement, ici, le top 10 des quick wins, je vais les passer, mais en gros, c'est l'optimisation des équipements sur chacun des postes, hein, l'éclairage intérieur, extérieur, la ventilation, le chauffage, etc. Vous pourrez aller regarder nos petites vidéos retour d'expérience qu'on a faites sur le sujet. Voilà, donc c'est des vidéos de 3-4 minutes, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Voilà pour le petit focus quick win. Ah oui, pardon. Pour faire les quick wins, il faut connaître son zoning. Quel est mon zoning de chauffage, de ventilation, de climatisation, d'éclairage? Voici à droite un exemple de zoning. Donc, si lors de l'audit, vous n'avez pas de zoning, il y a peu de chances qu'ils vous proposent des actions de réglage parce qu'ils ne connaissent pas vos réseaux. Donc voilà, c'est très important d'avoir un zoning hydraulique, aérolique sur son site. Donc à savoir, hein, par exemple, la moitié des équipements de ventilation renouvellent l'air des pièces inoccupées la nuit, ce qui veut dire que la moitié des équipements de ventilation pourraient être arrêtés la nuit. Encore faut-il un zoning pour le savoir et donc pour proposer l'action. Donc ensuite, on a parlé ici des préconisations. Maintenant, on va aller parler des scénarios. Donc, des scénarios, c'est quoi? C'est une combinaison de préconisations pour atteindre les objectifs du décret tertiaire. Donc là, on retrouve une même fiche, un petit peu. Donc là, pareil, il y a 4 fiches différentes. Je vais les passer pour aller directement à la synthèse. Mais je vous explique comment la comprendre. Donc là, on a étudié tous les scénarios. En général, il y a 3 scénarios par audit, scénario 1, scénario 2, scénario 3. Là, on a tout mis ensemble. Donc au total, il y a 104 scénarios. Donc on analyse 100% des scénarios. 70% proposent une année de référence judicieuse. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ici? Par exemple, en moyenne, au total, sur le total des choses, les scénarios coûtent 117 euros hors TVA par mètre carré. En général, il y a 10% d'aide. En général, on va faire moins 41% entre l'année étudiée et le scénario et moins 48% entre l'année de référence et le scénario. Et en général, il y a 3 préconisations lourdes, donc c'est-à-dire 3 des 9 qu'on vient de voir, 5 préconisations autres, ce qui fait un total de 9. Vous allez me dire 3 plus 5 égale 8, mais là, avec les virgules, ça a mis 9, donc c'est peut-être 4 plus 5, mais voilà comment il faut comprendre. À droite, on recalcule nos TRI, donc là, en moyenne, les scénarios, c'est un temps de retour de 13 ans. Et à la fin, j'ai calculé le coût moyen par préconisation. Donc là, il y a un coût total de scénario, un coût total d'investissement du scénario que je divise par 9, et ça me donne un coût moyen de la préconisation. Cette valeur vaut ce que ça vaut, mais je l'ai quand même mise. Et on retrouve toujours en dessous notre nuage de points avec les valeurs qu'on a extraites entre les moyennes corrigées et les moyennes. Donc là, il y a le scénario que j'ai appelé total. Tout est dans le même sac. Et ici, j'ai reclassé à chaque fois 2 tableaux. À gauche, on retrouve nos 9 grosses préconisations lourdes qu'on vient de voir, et à droite, les préconisations autres. Donc là, j'ai encadré en rouge les 3 premières, j'en ai entouré 4 parce qu'il y avait une égalité, les 4 premières des préconisations lourdes et les 5 autres des préconisations autres. Ça, voilà. Ça vaut ce que ça vaut aussi, mais ça permet de voir qu'est-ce qui ressort le plus dans les préconisations travaux lourds et les préconisations autres. Et à la fin, j'ai toujours fait ce petit truc où je mets en abscisse le coût d'investissement par mètre carré, en euros TTC par mètre carré, versus les gains énergétiques générés entre le scénario et l'année étudiée. Donc là, on voit, et ça sort une courbe de tendance. Donc là,
on se dit, voilà, plus on va mettre de l'argent, plus on va faire des gains. Attention quand même, donc là, il y a quand même un facteur 600 entre le moins 20% là, et le moins 50%. Ce qu'on peut voir aussi, hein, on peut mettre en vert 163 euros par mètre carré pour faire 30%, mais on peut aussi mettre 58 euros pour faire 50. Donc pareil, ce n'est pas forcément carré et vrai dans tous les cas. C'est un petit peu du cas par cas et ça ne veut pas forcément dire parce on investit beaucoup qu'on va faire forcément plus de gains. Sur la tendance, oui, mais au cas par cas, pas forcément. Donc voilà comment va se retrouver chaque chose. Donc là, c'est sur le total. Ensuite, j'ai fait une partie sur ceux qui sont non atteints. Il y a des scénarios qui ont été proposés qui n'atteignent pas le décret tertiaire. Donc, relamping LED et menuiserie, et ça, apparemment, ce ne serait pas suffisant pour atteindre le décret tertiaire. Oui, ça dépend de l'année de construction du bâtiment, oui, ça dépend d'où on part, oui, ça dépend de plein de choses. Ici, comme je vous ai dit, je suis sur une étude assez terre à terre des données. Et on retrouve toujours cette courbe, donc avec une pente, mais une pente un petit peu moins importante. Donc plus de chances de se planter entre plus j'investis, plus je gagne. Avec toujours à chaque fois là, un facteur de 320 entre le 20 centimes et le 318. Et j'ai toujours mis à chaque fois des exemples. C'est pas parce qu'on met plus qu'on gagne plus. Scénario objectif 30%. On retrouve les mêmes choses. Scénario objectif 40%. Là, vous allez me dire, sur le jaune, tout ne dépasse pas 40%. C'est bien ici l'année du scénario par rapport à l'année étudiée. Donc, sur le scénario étudié, ils n'ont peut-être pas fait 40%. Enfin, ici, c'est 50%. Mais en tout cas, par rapport à l'année de référence, ils ont bien les 50% du décret tertiaire. C'est bien comme ça que j'ai clarifié, que j'ai classé les scénarios. Facteur 7. Et enfin, le 50%, toujours pareil. Là, 50%, on se rend compte que la barre de la courbe de tendance, elle est quasiment horizontale. Là, c'est vraiment entre 82 euros par mètre carré et 671 euros par mètre carré. Voilà, là, la droite, elle est vraiment, c'est pas beaucoup, c'est pas plus j'investis, plus je vais faire du gain. Donc, le point de vigilance. Facteur 8, on retrouve ça. Et voilà le tableau de synthèse. Donc, on retrouve ici, j'ai encadré en orange, hein, objectif 2030, 2040, 2050. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà. En gros, si on met 63 euros hors TVA par mètre carré, on va atteindre 2030, 140 euros 2040, 210 euros 2050. On est ici sur les moyennes corrigées. Et hors action Quick Win, parce qu'il y a très peu d'actions Quick Win proposées. Donc, voilà, c'est à souligner quand même. Donc voilà, ensuite, vous avez les pourcentages, les aides, les gains énergétiques entre l'étude et le scénario et entre la référence et le scénario. Le temps de retour, 13 ans décréé, 13 ans, 18 ans et 24 ans. Et enfin, le petit calcul qui va à la fin, le nombre de précaux autres et précaux lourds à faire versus le coût moyen de la préco. Donc voilà, un petit peu ce qui ressort de cette étude, une fois de plus, terre à terre, des audits énergétiques. Je vais maintenant passer à la conclusion. Donc ça fait beaucoup d'infos, hein, je suis d'accord, hein, le but est de regarder un petit peu ça après à tête reposée. Donc qu'est-ce qu'on a pu conclure un peu de ces audits? Que faire? Je croise les doigts et j'espère que pour 1 euro par mètre carré, je vais avoir un bon audit. Pas de cahier des charges clair, le bureau d'études gère seul. Ça se tente, mais bon, quand même. Je réfléchis, je questionne le BE pour bien analyser, comprendre mon besoin et donc choisir les bonnes thématiques à étudier. Cahier des charges clair sur les bons leviers, le BE et le maître d'ouvrage avancent ensemble. Mieux vaut payer plus cher et avoir une étude exploitable. Dans tous les cas, il sera nécessaire de vérifier que le livrable correspond à votre besoin, d'où l'intérêt d'avoir un cahier des charges. Est-ce que les mesures sont obligatoires? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on est d'accord que le poste le plus important est celui du chauffage. Et nous, avec ETE, hein, on arrive souvent sur un site et on nous dit oh, bah, moi, je chauffe à 22 degrés en confort et 20 degrés en réduit. Donc, la courbe de la théorie à gauche. On fait oui, oui, ça, c'est le régulateur. Mais qu'est-ce qui se passe en vrai? Et quand on pose une sonde, eh ben, on voit qu'on est plutôt à 24 degrés, H24, 7 jours sur 7. Donc voilà, je pense quand même l'importance de la mesure pour au moins que la théorie soit égale à la réalité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avoir un zoning clair. Par exemple, là en bleu, on est sur le réseau chambre. Ce sont des radiateurs à eau chaude avec des robinets thermostatiques. En rouge, c'est un espace commun, c'est un plancher chauffant avec une sonde intérieure d'ambiance qui est positionnée ici. OK, bon bah c'est clair. Sur la ventilation,
Là, j'ai des questions simple flux. En rouge, en vert, mes doubles flux. En rouge, mes CTA avec le fonctionnement et les zones derrière. Ça, c'est un zoning qui doit être fait et qu'on ne retrouve sur aucun audit énergétique. Donc, l'importance d'avoir un zoning pour faire les actions quick win. Audit ou études spécifiques. Plutôt faire des études spécifiques précises qu'un audit énergétique global. J'ai envie d'étudier des ENR, je fais une étude de faisabilité ENR. J'ai envie de renouveler mon contrat d'exploitation CVC, je fais une étude d'AMO, contrat d'exploitation CVC. Je veux réduire mes consommations d'eau, je fais un audit eau. Je veux installer une GTB GTC, je fais un AMO GTB GTC. Voilà, ça peut être plus précis que d'avoir un peu un gloubi-boulga non exploitable. Et ce sera le même raisonnement pour chaque thématique. Cependant, un audit énergétique reste quand même la meilleure solution pour élaborer, hiérarchiser une démarche d'efficacité énergétique. Où est-ce que je dois aller pour limite après faire une étude spécifique? Mais du coup, voilà, quelle thématique investiguer? Contrat d'énergie, contrat d'exploitation, eau, ventilation, quel type de plan d'action j'attends? Est-ce que je veux des quick wins, que du moyen travaux, que du travaux lourd? Est-ce que je veux la totale? Est-ce que je valide la situation initiale avant de lancer les calculs? Je fais une simulation thermique dynamique qui dit que mon temps de retour d'isolation par extérieur, c'est 20 ans. Et que je chauffe à 20 degrés ou à 25 degrés, ça ne va pas être pareil. Donc, si on ne connaît pas la température exacte intérieure, comment on peut faire après des calculs avec des temps de retour exploitables? Et enfin, ne pas oublier de prendre en compte les volets coûts d'investissement humain et financier, ainsi que les aides associées. Même si un audit ne reflète pas parfaitement la réalité, il doit au moins permettre de hiérarchiser les leviers d'action, les thématiques à mettre en œuvre, du plus impactant au moins impactant, ce qui est malheureusement est loin d'être toujours le cas. En effet, si pas d'analyse du besoin et pas de hiérarchisation claire et précise, quelle utilité de faire un audit pour dire il faut faire une ITE ou un relamping, et le relamping, ça va vous coûter entre 1 euro et 40 euros du mètre carré pour un temps de retour de 2 ans ou 38 ans. Okay. C'est un petit peu compliqué de s'en sortir et de hiérarchiser avec ça. Cahier des charges. Ne pas se dire on fait un audit et on verra après, mais plutôt quelle étude va permettre de répondre à mon besoin. Lire un cahier des charges type de la thématique considérée en amont afin de vous acculturer sur le sujet, de pouvoir préciser vos besoins. Et ensuite, proposer un cahier des charges, même très simple, pour ouvrir une discussion simple et efficace avec le bureau d'études. Dans tous les cas, il sera nécessaire de vérifier que le livrable correspond à votre besoin. Ce fonctionnement est vrai pour un audit énergétique, mais également toutes les autres études. La restitution. Ne pas sous-estimer la phase de restitution pédagogique et présentielle. Si cette phase est bien réalisée, tout le monde peut et doit comprendre, même si c'est technique. Et point de vigilance aussi, la direction et la maintenance doivent être présentes et investies dans la démarche. Cela permettra une montée en compétences internes et un meilleur passage à l'action par la suite. Et pour la suite, il faut s'assurer du quoi faire, comment faire, qui fait en détail. Souvent, on a ça. Action 1, relamping LED. C'est quoi? Je dois changer juste l'ampoule 10 euros ou tout le socle à 100 euros? Je ne sais pas. Action qui s'appelle régulation de chauffage. Quel réseau? Quel réglage? D'où je pars? Où est-ce que je dois aller? Ça ne veut rien dire, régulation de chauffage. Ce n'est pas précis, on ne peut pas actionner quelque chose derrière. Action 3, exemple, régulation de ventilation. OK. Ils sont où mes caissons? C'est quoi? Quel usage? Si je n'ai pas de zoning, qu'est-ce que je fais de cette phrase? Rien du tout. Voilà. Donc, ce fonctionnement est vrai pour un audit énergétique, mais également pour toutes les autres études. J'en ai fini. Il est 11h45. J'espère que ce webinaire vous a plu. Je vais arrêter l'enregistrement, mais je vais rester disponible si vous avez des questions. Enregistrement.